Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Parmi les titres de votre JT ce soir, Dubaï célèbre Monaco. La principauté était à l'honneur aujourd'hui à l'exposition universelle. Nous rejoindrons notre équipe sur place pour revenir sur les premiers temps forts de cette journée. C'est parti pour la No Finish Line, cette course à la fois sportive et caritative a débuté aujourd'hui. Le parrain de l'édition 2021, le basketteur de la Roca Team, Yacouba Ouattara, sera notre invité dans quelques instants. Et justement, l'AS Monaco Basket victorieuse hier soir sur son parquet. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont dominé le Bayern Munich 94-71 après un match complet et maîtrisé. Nous y reviendrons. Et puis en fin de JT, la première série des imprévus avec les élèves de l'Académie Princesse Grace. Nous vous emmenons à Dubaï pour débuter ce journal. Dubaï où la principauté était à l'honneur aujourd'hui à l'exposition universelle. Une délégation monégasque menée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a fait le déplacement pour la journée nationale de Monaco. Alors quels sont les enjeux de cet événement ? Élément de réponse avec Alexandra Pani et Sylvain Péroumal qui sont sur place pour Monaco Info. Ils reviennent également sur les temps forts de cette première partie de journée. Placé, vous allez le voir, sous le signe de la diplomatie. Une journée nationale permet de mettre à l'honneur chaque pays présent sur le site de l'exposition et réunit très généralement les plus hautes autorités du pays participant, mais également celles du pays hôte. La journée a donc été marquée par une cérémonie officielle, une levée des couleurs dubaïotes puis monégasques, suivie des discours du représentant des Émirats arabes unis et du prince souverain. Cette journée nationale était également l'occasion de signer une convention fiscale bilatérale ayant pour objet de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. C'est en effet un moment important de la journée nationale de Monaco à Dubaï qui concrétise un certain nombre de mois d'échanges avec les autorités dubaïotes pour arriver donc à la conclusion de ce que l'on appelle en anglais un DTA, Double Taxation Agreement, qui, comme son nom ne l'indique pas, est en fait conçu pour éviter la double imposition et donc faciliter les relations commerciales entre deux États, en l'occurrence aujourd'hui les Émirats arabes unis et la Principauté de Monaco. Il y a un certain nombre d'entreprises monégasques, je pense, qui pourront désormais profiter de cette opportunité. Et puis nous avons vu également, lors du passage au pavillon de Monaco, l'importance qui est apportée au projet Mareterra. Et nul doute que des investisseurs du Golfe et de Dubaï en particulier pourront être intéressés par ce projet. Un accord majeur qui permet de renforcer les relations et les liens entre la Principauté et les Émirats arabes unis et offrir d'importantes perspectives d'investissement. Outre la partie officielle et protocolaire, cette journée très complète permettait de mettre en avant plusieurs entités monégasques et a demandé une forte organisation en amont pour Pavillon Monaco. Nous avons eu l'ambition d'être totalement autonome, de ne pas sous-traiter, de ne pas faire appel à des traiteurs extérieurs. C'est l'intégralité, je vais dire, de la société des bains de mer qui s'est déplacée, puisque nous avons le chef exécutif Philippe Joannes, nous avons Stefano Brancato, bien connu à Monaco, 5 maîtres d'hôtel du Café de Paris, plus des cuisiniers de la Vigie du Monte Carlo Beach qui sont venus, qui sont ici, qui commencent à travailler en cuisine pour préparer notre cocktail qui va regrouper 300 à 350 personnes. Montrer le savoir-faire made in Monaco, la diversité culturelle que l'on peut y retrouver. Voici tout l'enjeu de cette journée nationale à laquelle une centaine de personnalités et partenaires du pavillon a participé. Et nous reviendrons plus largement sur l'ensemble de cette journée nationale de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï dès lundi sur notre antenne. L'autre actualité, c'est le coup d'envoi de la No Finish Line. L'événement est de retour du côté de Fontvieille, mais également sur vos smartphones. Avant de recevoir le parrain de cette édition, le basketteur de la Roca Team, Yacouba Ouattara, Christine Datomel et Lionel Bernardi ont assisté au coup d'envoi de cette course à la fois sportive et caritative. Regardez. Elle n'avait pas pu avoir lieu l'an passé sous sa forme initiale pour cause de pandémie. La No Finish Line est de retour à Fontvieille au grand bonheur de tous avec une toute nouvelle formule. En plus du fameux circuit, l'application No Finish Line à charger sur ses smartphones et qui vous permet de marcher ou de courir partout où vous le souhaitez est aussi disponible cette année.
Une nouveauté pour une 22e édition qui se veut hybride. En fait, c'est la première fois que ça se passe comme ça, puisqu'il y a eu des connectés, que ce soit à Paris, que ce soit à Nice, ou Bratislava, qui ont été connectés l'année dernière et en début d'année. D'autres n'ont pas voulu le faire en connecté, comme Athènes. Ils ont dit on veut la présentielle. Donc ils ont fait la première présentielle depuis 1 an et demi à Athènes, là, début octobre. Voilà, on a vraiment retrouvé des gens qui avaient envie aussi de parcourir ensemble le circuit de la No Finish Line. Et là, je suis vraiment étonné du nombre de personnes qu'il y a sur le circuit, parce que ça fait plaisir, et je pense que les gens se font plaisir aussi. Et oui, ils étaient nombreux donc ce samedi après-midi à chausser leurs baskets pour ouvrir cette 22e édition. Comme Thomas, coach sportif, venu courir non pas pour entraîner ses élèves, mais pour la bonne cause, tout comme les autres. Comme la majorité des gens, je suis là pour l'association avant tout. Avant tout, Children and Future, qui est toujours une très bonne cause pour les enfants. On est là pour les soutenir, pour les encourager et pour faire des dons justement à cette association. Chaque année, envie de participer à la No Finish Line pour pouvoir, accumuler des kilomètres pour les enfants. Alors il y a 2 versions cette année, soit on a l'application. La présentielle sur l'application. Voilà, alors vous allez choisir quoi? La puce. La puce. Ah oui, marcher sur le circuit. La No Finish Line, c'est ici, c'est pas ailleurs. Quoi. C'est pas ailleurs, No Finish Line, c'est à Monaco, c'est le chapiteau. C'est l'ambiance. Et retrouver ses amis. Et oui, en plus, oui. Avec la puce ou avec l'application, l'association s'est fixé un objectif cette année, atteindre les 400 000 kilomètres. Alors tous à vos baskets. Pour chaque kilomètre parcouru, la No Finish Line reverse 1 € pour soutenir les enfants défavorisés ou malades. Le soutien de tous est donc essentiel. À noter que pour participer à l'événement sur le circuit, cette année, il faut être muni de son pass sanitaire et d'un masque à mettre seulement au cas où vous ne marchez pas ou vous ne courez pas. Et comme vous avez pu le voir dans ce reportage, le parrain de la No Finish Line est un basketteur de la Roca Team. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba Ouattara. Bonsoir. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être le parrain d'un tel événement ? C'est un grand honneur pour moi d'être le parrain d'un tel événement, de pouvoir participer à une cause comme celle-là, qui est la No Finish Line. Pour moi, c'est un très grand honneur. Et pourquoi cette cause plus qu'une autre ? Déjà en fait c'est Céline qui m'a contacté pour être le parrain. Je sais que les années d'avant il y avait d'autres basketteurs qui étaient parrains aussi. Il y a eu Amarassi, il y a eu Amarassi et Will Yeguet l'année dernière, et là ils nous ont fait appel à moi pour cette année, et voilà, j'étais vraiment très content qu'ils aient pensé à moi, et c'est un grand plaisir pour moi. Ouais, vous avez tout de suite accepté ? Oui, tout de suite. Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Vous connaissiez déjà cet événement ? Oui. Les saisons d'avant avec Monaco, on était déjà venus marcher plusieurs fois. Donc oui, c'est quelque chose que je connais. Les fonds récoltés permettront de soutenir des projets en faveur d'enfants défavorisés ou malades. En tant que père de famille, j'imagine que cela vous touche également. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Je pense que c'est important d'apporter le soutien aux enfants défavorisés, aux enfants qui sont malades. Et voilà, pour nous, ça ne demande pas grand-chose. Et voilà, c'est un petit geste, mais qui pour eux vaut beaucoup. Vous allez enchaîner 3 matchs durant la semaine de la No Finish Line. Vous allez arriver à trouver du temps pour venir faire quelques kilomètres avec vos coéquipiers ? On va essayer. Il me semble que lundi déjà, avec l'équipe, on va venir marcher un peu. Après, moi personnellement, j'essaierai de revenir de temps en temps si mon emploi du temps me le permet. Et puis il y a la possibilité d'y participer en mode connecté également. Ouais, j'ai l'application sur mon téléphone, donc c'est la bonne semaine là pour marcher et récolter le maximum de fonds. Yacouba, on profite de vous avoir en invité sur Monaco Info pour parler du début de saison de la Roca Team. C'était une belle victoire hier face au Bayern Munich en Euroleague. Ouais, c'était une très belle victoire, c'était un match très important pour nous, surtout qu'on sortait de 2 défaites, que ce soit en Euroleague contre l'Olympiakos et en championnat de France contre Bourg. Donc c'était un match pour nous remettre sur le droit chemin, sur les bons rails, qui était vraiment très important, et on a su répondre de la meilleure des façons. Et demain, place au championnat avec la réception de Cholet ? Ouais, demain aussi ça va être un match très important pour renouer avec la victoire, mais cette fois-ci dans le championnat de France.
Eh bien merci Yak d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne finish line. Merci à vous. Et nous l'évoquions justement avec Yacouba Ouattara après 2 importantes défaites face à l'Olympiakos et Bourg-en-Bresse la semaine dernière. La Roca Team cherchait une réaction ce vendredi en Euroleague face au Bayern Munich et elle a été au rendez-vous. Yannick Debever, Thomas Deus et Louis Borgia ont suivi le match pour Monaco Info. Regardez. Tout s'est parfaitement déroulé pour la Roca Team face au Bayern Munich dans une ambiance des grands soirs à Gaston-Médecin. Léo Westermann, de retour sur le parquet après 10 jours d'absence, avait sans doute des démangeaisons aux mains. En capitaine exemplaire, l'Alsacien inscrit les 8 premiers points de son équipe pour mettre Monaco sur les bons rails. Ajoutez à cela une défense très agressive mais très juste, la classe de Will Thomas. Et voilà le Bayern Munich débordé, obligé de prendre un temps mort. 13-4 pour la Roca Team au bout de 4 minutes de jeu. L'écart se stabilise ensuite autour de 8 points et Donta Hall finit ce premier quart-temps sur un point d'exclamation. C'est forcé, mais derrière Le deuxième quart-temps est du même acabit et cette fois, c'est Andjusic qui prend le relais de Westermann au scoring. Les Bavarois ne sont pas loin grâce notamment à un Vladimir Lucic parfait au shoot, 15 points ce vendredi. Mais les fautes successives de Munich envoient rapidement les Monégasques sur la ligne des lancers francs. Dwayne Bacon, auteur d'une très bonne entrée, fait mal aux Allemands avec ses pénétrations dans la raquette. L'écart grandit et Monaco atteint la mi-temps avec un avantage de 12 points, 55-43. C'est De Jong Thomas qui est avec lui. Et quand De Jong Au retour des vestiaires, le jeu se dégrade. 6 fautes en 1 minute sans le moindre panier marqué pour débuter ce troisième quart-temps. Une situation forcément à l'avantage des Monégasques qui restent calmes et gèrent parfaitement l'écart au score. Will Thomas, 13 points, fait une démonstration de fadeaway et Andjusic, 16 points, continue de gonfler ses stats. Le tir longue distance de Deshaun Thomas laisse le Bayern en embuscade, toujours à 12 points de Monaco. Will Thomas à 9 points. Bacon 11, Westermann 13. Mais les gros problèmes de faute ont raison du Bayern qui perd pied dans le quatrième quart-temps. Donta Hall assure le show pendant que Bacon continue de faire des misères en pénétration. L'écart grimpe jusqu'à 22 points en faveur de la Roca Team sur cette interception et le panier de Will Thomas. En fin de match, Mike James et Dwayne Bacon assurent le show à l'américaine. Victoire référence 94-71 de la Roca Team, sérieuse de la première à la dernière minute. Tous les joueurs ont apporté la pierre à l'édifice. On a bien joué au ballon, une bonne alternance intérieur-extérieur en attaque et en défense, il y a eu du mieux par rapport aux 2 derniers matchs. Donc ce match-là, globalement sur les 40 minutes, c'est un de nos meilleurs matchs. It was a great game, it was a great win, very important after 2 losses that we had last week. So we started the game great in defense and we controlled the whole game pretty much and play good defense through the whole game, and that was the key for this win. In the offense, we were sharing the ball, playing like a team, and that's why we get that win. On joue aux 2 des plus gros d'Europe, surtout à la maison. Tel Aviv est invaincu et joue incroyablement bien. Et derrière, on va chez les champions d'Europe qui ont très bien joué hier. Donc ça va être très compliqué. Je pense qu'on peut s'estimer content si on prend 1 sur 2. Et on va tout faire. En tout cas, on va préparer les matchs pour les gagner, ça c'est sûr. La Roca Team compte désormais 5 victoires pour 4 défaites en Euroleague et se place à la 8e position du classement. Les prochains matchs de Coupe d'Europe seront des déplacements à Tel Aviv mercredi et Istanbul vendredi pour y affronter l'Anadolu Efes. Oui, et comme nous le rappelions tout à l'heure avec Yacouba Ouattara, avant ces 2 déplacements en Euroleague, la Roca Team joue encore à domicile demain à 17h en championnat, cette fois-ci contre Cholet. On reste dans le sport avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia, faisons le point ensemble sur la finale du championnat de France de rugby à 7 à Paris. Les Monégasques avaient le statut de grands favoris, l'ont-ils confirmé Julia ?
Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. L'équipe monégasque a remporté son quart de finale de l'In Extenso Super 7 face à La Rochelle, grâce notamment à un doublé de Cécile Africa. Score final 17-12 pour le club de la Principauté. Les protégés de Frédéric Michalak vont devoir se mesurer pour la demi au Racing 92 qui est sorti victorieux de son match face à Biarritz. S'ils remportent cette confrontation, les Rouges et Blancs pourront disputer la grande finale prévue dans la soirée. Déjà vainqueurs des 2 dernières étapes à La Rochelle et à Toulouse, les Monégasques veulent démontrer qu'ils méritaient d'entrer dans l'arène avec l'étiquette de favoris. Toutes les informations et les images de ce beau tournoi sont à retrouver ce lundi sur Monaco Info. Le 19 novembre arrive à grands pas. Comme chaque année, la Principauté se pare de rouge et de blanc pour la fête du Prince, Julia. Les équipes des services techniques communaux sont à pied d'œuvre depuis le 2 novembre, Émilie. Leur objectif est l'installation de drapeaux, pavillons et oriflammes pour honorer la Principauté le jour de la fête nationale. Cette année, la mairie de Monaco a fait son maximum pour que les couleurs monégasques s'étendent à tous les quartiers de la Principauté. Parmi les nouveaux lieux décorés, les rues Suffren-Raymond et Princesse Antoinette, les boulevards Princesse Charlotte et Régnier 3, l'esplanade du Larvoto ou encore la voie rapide entre les tunnels vers l'accès à la gare. Au total, 610 oriflammes, 680 drapeaux et 62 pavillons seront installés. Les Monégasques et les résidents sont aussi invités à pavoiser leurs façades, fenêtres et balcons pour souligner leur attachement à la famille princière. Et enfin, ce rendez-vous à inscrire dans vos agendas, la pièce intitulée Dorothy se produira le 16 novembre au Théâtre Princesse Grace. Conçu et écrit par Zabou Bretman, d'après l'histoire de Dorothy Parker, le spectacle débutera à 20h30 et il retrace en fait la vie d'une résistante, d'une autrice romancière, critique de théâtre, mais aussi d'une grande plume du fameux New-Yorker. Dorothy est également une femme pleine de doutes, accro à l'alcool et effroyablement seule. L'histoire de cette femme se révèle finalement être aussi poétique que dramatique à l'époque de la prohibition américaine. Zabou Bretman réussit à travers cette pièce à faire revivre une grande dame hors du commun en vous donnant parfois envie de rire ou parfois même envie de pleurer, un peu à l'image finalement de la folle vie de Dorothy Parker. Une pièce à découvrir donc le 16 novembre au Théâtre Princesse Grace. Merci Julia. Nous vous parlions au début de cette édition de la Journée nationale de Monaco à l'exposition universelle. Eh bien, les ballets de Monte-Carlo se trouvent actuellement à Dubaï pour cet événement où ils ont proposé Corémeux. Et pendant ce temps-là, à Monaco, les premiers imprévus de la saison ont été présentés. Il s'agit de soirées où le contenu n'est dévoilé qu'au dernier moment. Hier soir, c'est l'Académie Princesse Grace qui s'est prêtée à cet exercice. José Sacré et Serge Prémont y ont assisté. À l'atelier des ballets de Monte-Carlo, vendredi 12 novembre, les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace ont été les jeunes artistes invités de ces premiers imprévus de la nouvelle année chorégraphique. Comme chaque année, on essaye au mois de novembre de montrer au public un peu la réalité, ce qui se passe au début d'une saison. On vient d'accueillir les élèves au mois de septembre et aujourd'hui on montre au public un petit peu leur travail dans la danse classique, contemporain. On a une petite surprise parce que ça s'appelle imprévu, alors je garde 2-3 petites surprises pour le public, mais ils vont voir leur travail, un peu les cuisines, un peu les coulisses de ce que sera après, plus tard, le mois de juin, le grand gala. Et aujourd'hui, ils vont pouvoir voir un peu plus de plus près qui sont ces nouveaux élèves, surtout 17 nouveaux élèves cette année, et comment ils vont après progresser d'ici le jour du gala de juin. Vous êtes content de votre sélection ? Oui. Alors, c'était une sélection difficile pour la première fois parce que ce n'était pas une sélection en vrai. Je l'ai vu par vidéo. J'ai connu les élèves par vidéo. Je ne les ai pas vus. Et quand ils sont arrivés en septembre, c'était la première fois. Alors, certains, ça a cliqué tout de suite. Avec d'autres, c'était un peu plus difficile dans leur mentalité, disons. Mais après 2 mois, je peux dire que l'équipe est bien formée, bien soudée avec les élèves et surtout leurs professeurs. Parmi les surprises, une courte pièce création d'un jeune danseur de l'Académie. Elle a été saluée, comme l'ensemble du spectacle, par un public ravi de découvrir les premiers pas des jeunes danseurs de demain. Des jeunes danseurs qui intégreront, on l'espère, les plus prestigieuses compagnies à l'issue de leur cursus. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Aurons-nous la chance de pouvoir apercevoir le soleil demain, Julia ?
Ce dimanche 14 novembre ne sera pas synonyme de grand ciel bleu. En effet, l'accalmie de ce samedi n'aura été que de courte durée puisque le mauvais temps reviendra globalement dans tout le sud-est. Des averses sont d'ailleurs prévues au cours de la journée, mais le ciel se dévoilera peut-être par moments pour laisser entrevoir le soleil. Les températures seront-elles comprises entre 10 et 14 degrés? Demain, nous fêtons les Sidonie. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal comme nous l'avons commencé avec la journée nationale de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï. Photo signée ce soir Manuel Vitali. À demain pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.